jusque-là, c'est très courageux, il est tard, il fait nuit. Mais vous avez eu raison de venir, vous verrez, vous allez découvrir une personnalité absolument généreuse, Stella Polari. Nous avons eu le plaisir de découvrir, grâce à l'association Asie, en la personne d'Alain Pailleux. Et donc, en ce moment, nous avons une exposition d'art contemporain au Palais Jacques-Cœur. C'est une carte blanche à l'artiste Stella Polari, qui montre de manière générale la scène artistique, la jeune scène artistique ouzbek, et qui donc nous incite à nous intéresser à ce pays encore méconnu, mais qui est d'une très très grande richesse. Ce soir, vous découvrirez la polyvalence, l'envie de découvrir le parcours assez multiple de Stella. Donc, vous pourrez l'écouter grâce aussi à Alain qui fera la médiation. Et j'en profite aussi pour vous annoncer les prochaines éditions de Paroles de Femmes. Donc ce sera le 27 octobre avec une écrivaine mais aussi musicienne, Léonore Del Rondo, et également Claire Le Filiatre, qui est une très grande chanteuse et lyrique du poème harmonique, que vous avez sans doute écouté déjà, en tout cas à minima, vous en avez entendu parler. Et sans doute au mois de décembre, nous aurons le plaisir d'accueillir l'écrivaine Claudie Gallet. Ce sera le 1er décembre. Voilà, donc ça c'est pour le petit programme, avec aussi, je vous annonce quand même que Paroles de Femmes reprend, et on est ravis. Voilà, il y a eu une petite pause, mais on a très envie de faire revenir cette édition pour une rencontre avec vous, avec le public. Passez une très bonne soirée. Merci. Donc, bonsoir. Je remercie beaucoup Elisabeth Brown pour l'invitation qu'elle a faite à Asie pour que Stella puisse venir. Et on est très heureux de partager en ce moment beaucoup de temps avec Elisabeth Brown et Franck Blazer, qui travaille beaucoup aussi pour nous là-bas au niveau de l'exposition, qu'on vous invite vraiment à découvrir. Et on espère que la rencontre avec Stella va vous donner encore plus envie d'y aller. Je voudrais dire 2 mots sur l'association Asie, puisque nous sommes à l'origine de ce projet. Asie est une association loi 1901, basée à Bourges, mais une association régionale. Asie veut dire Association de solidarité internationale et d'éducation. Depuis 10 ans, nous intervenons sur l'ensemble de la région centre pour former des enfants, de la maternelle au doctorat, des jeunes à l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est pour les plus âgés, il est possible de poursuivre cette formation par une expérience sur le terrain en Inde, en Chine ou en Ouzbékistan. Nous avons en 10 ans plus de 450 jeunes qui sont partis de 2 mois à 6 mois faire des expériences, vivre des expériences dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aussi de l'agroécologie. Nous sommes une association qui soutenons un orphelinat dans le sud de l'Inde. On soutient l'orphelinat d'une fondation qui s'appelle la Dan Foundation, qui est une grosse fondation qui, selon les préceptes de Gandhi, accueille des enfants des rues dans cet orphelinat, leur donne une chance de vivre, parce que dans les rues on ne vit pas, on meurt rapidement, et leur donne une éducation qui va leur permettre de pouvoir redémarrer leur vie. Nous sommes une association culturelle et nous organisons donc un festival, et c'est dans ce cadre que nous accueillons cette année Stella Polari pour l'exposition dont vous a dit déjà quelques mots Elisabeth Brown. Notre festival se termine demain. Il était sur l'ensemble de la région. Il y a eu plusieurs manifestations à Châteauroux dans l'Inde, mais aussi sur Blois, Bourges et Tours. Et cette action culturelle a pour but de promouvoir la culture asiatique sous toutes ses formes, qu'elles soient artistiques, mais aussi politiques, géopolitiques, culturelles,
etc., etc. Voilà ce que nous sommes. Et donc, je remercie à nouveau Isabelle Braun de nous avoir invités ce soir. Bonjour Stella. Bonjour. Je voulais aussi remercier Madame Elisabeth Braun et Franck Blazer pour l'accueil chaleureux de notre exposition au Palais de Jacquard et pour l'invitation ici. Moi j'ai couru au fantôme et on sent vraiment qu'elle est là. C'est très émouvant et voilà. Et on va essayer, Stella, de parler d'abord de Kulkar Yunusova, qui est donc le nom de Stella Polare, qui est son nom sur l'état civil, Stella Polare étant son nom d'artiste, dont vous avez entendu par ce bel accent que Stella nous vient des pays de l'Est, elle vient d'Ouzbékistan, et nous allons essayer, elle est très jeune, pour parler de sa vie quand on est très jeune, c'est pas facile, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul encore, mais avec plein de projets. On va essayer de faire un petit tour de cette vie assez formidable que tu vas nous raconter. Alors je ne suis pas habitué à faire ce genre Moi non plus. ce genre, mais on va essayer de le faire le mieux qu'on peut. Tu n'es pas né à n'importe quelle période de l'histoire. Tu es né 3 ans avant l'indépendance de ton pays. Est-ce que tu peux nous parler de tes origines, de ce qui s'est passé dans la vie de ta famille avant cette période, avant cette grande rupture dont on parlera aussi? Alors moi je suis née en Ouzbékistan, à Tachkent, c'est la capitale, et je suis née dans une famille de médecins. Du côté paternel, donc c'est-à-dire que dès mon grand-père jusqu'au père, cousine, cousin, tante, ils étaient tous en médecine, chacun a son métier. Et du côté maternel, ils sont aussi scientifiques, mais d'autres domaines. Alors, c'est vrai que mon papa, il était déjà l'inventeur de l'URSS, c'est-à-dire que c'est un titre qui est honorifique. Il avait déjà sa carrière qui a bien commencé, c'est un bon médecin avec une vraie vocation, mais qui a dû changer, qui a dû s'adapter dû au fait la chute de l'Union soviétique. Ça veut dire que la vie auquel vous êtes habitué, ça change, ça bouscule. Et vraiment, c'était un gros changement pour mes parents, qui fait qu'ils voulaient que je fasse avec ma soeur au plus vite l'école. Parce qu'ils avaient peur que, vu que les frontières s'ouvrent, les meilleurs professeurs, les Russes et les Juifs, ils vont partir et il y aura très peu de cadres qui vont rester. Donc, la première année d'études scolaires, on a fait à la maison. J'étais avec ma soeur qui était déjà deuxième classe, deuxième année d'études. Et voilà, c'était assez rapide. On a assez rapidement commencé à faire des études à l'école. Ce qui est aussi important, c'est pour, par exemple, mon père, en fait, il a aussi changé son métier. S'il était avant en cardiologie en tant que médecin, maintenant il est devenu, puisqu'il avait les enfants et la femme à nourrir et aussi les parents, parce que maintenant ils étaient à la retraite, il est devenu spécialisé en marketing des produits de la santé. Donc c'est ça le contexte, si vous voulez. Et toi, tu nais dans ce contexte de bouleversement d'une famille qui très installée dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, va devoir se réorganiser complètement. Toi, tu es petite, donc tes parents, nous le disent, sont des gens qui te poussent à faire très vite des études, études qui te conduisent à être très très tôt à l'université, puisque tu rentres à l'université, je crois, très tôt. Oui, parce que j'ai sauté aussi d'autres classes au milieu des études et on s'est retrouvés avec ma soeur dans la même classe, puisque l'école, on avait fait des études et elle se fermait, il n'y avait plus de suite en langue russe. Moi, j'ai fait mon parcours en langue russe et on était obligés de continuer à poursuivre nos études dans une autre école. Sinon, tu peux pas faire tu es rentré à l'université à 15 ans. Et oui, donc, c'est ça, oui. À 15 ans, je me retrouve à l'université. Pour nous, Français, quelqu'un à 15 ans à l'université, c'est quelqu'un qui va rentrer au lycée. Donc, toi, tu rentres déjà à l'université.
Et ce parcours, avant d'arriver à l'université, c'est tout un parcours aussi familial, avec quelques personnes centrales dans ton éducation. Parle-nous un petit peu de ton enfance, de cette maison, parce que je pense que beaucoup de gens ici ne se figurent pas comment sont faites les maisons en Ouzbékistan et comment on vit en famille en Ouzbékistan. Alors, notre famille, moi j'ai connu la vie avec mes grands-parents. C'est-à-dire que quand il y a la grand-mère à la maison, en tout cas ma grand-mère, elle avait beaucoup d'autorité. Et du coup, leur relation avec ma mère, ils étaient un peu particuliers. C'est la personne que j'adore, enfin j'ai adoré parce qu'elle est décédée malheureusement, puisque c'est elle qui m'avait donné le prénom Khulkar, donc c'était la tradition aussi, c'est que les grands-parents aient donnent les prénoms. Et très peu souvent les parents. C'est voilà, c'est aussi l'autorité. Donc, mais en tant que belle-mère, c'était vraiment très particulier parce qu'elle disait toujours à ma mère: oh, c'est dommage, t'as que 2 filles. Oh là là, quand est-ce qu'il y aura des. En gros, moi, je me sentais pas. Bon, je suis désolée, je suis née comme une fille, quoi, voilà. Et du coup, j'ai senti ce sentiment pas entier, pas comme si j'ai pas le droit à tout. Et vu aussi le contexte de la chute de l'Union soviétique, c'est difficile de s'affirmer dans la société. Cette présence de ma grand-mère, c'est dans la famille, son autorité, ça m'a assez marqué, que ce soit dans le bon sens, parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de prières pour moi, même si ces prières c'était assez cartésien. Quand je disais j'ai un examen assez important, j'ai un rendez-vous, elle me dit ok, moi je vais faire la prière, mais toi aussi tu travailles de ton côté, chacun fait son travail. Donc c'est pas le Dieu il fait pas tout. Donc, voilà, c'est pour ça en fait j'ai cette attitude par rapport à ma grand-mère qui était assez particulière. Donc et les maisons, quand on revient à la maison, on était très proches. En fait, ma grand-mère, elle est avec mon grand-père après la guerre, et c'est eux qui ont construit la maison dans laquelle j'ai grandi. Et ils avaient beaucoup de travail à faire. Et bon, après, c'est vrai que l'Ouzbékistan, il a envoyé les personnes. Il n'y avait pas sur les territoires d'Ouzbékistan, il n'y avait pas des guerres. Mais ça n'empêche qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient à la guerre. Mon grand-père, c'était un vétéran. Il était en fait, il est parti à 19 ans à la guerre. Et le 9 mai, on le fête l'armistice, c'est comme ça que ça s'appelle. L'armistice, ici, on le fête le 8 mai. Et en Ouzbékistan, on le fête le 9 mai. Et c'était le journée aussi où toute la famille, la grande famille, c'est-à-dire que les grandes-tantes, ils se réunissaient avec tous les enfants à la maison. Parce que pour mon grand-père, c'était vraiment son anniversaire. Il disait, j'ai vraiment eu la chance de revenir de la guerre. Et lui, il était médecin militaire à la guerre. Après, dans le civil, il était devenu physiologiste. Donc lui, il a raconté des histoires. Par exemple, il était avec son ami. Et là-bas, il a tué son ami. Et c'était vraiment la chance qu'il est resté vivant. Et il avait aussi une autre éthique qui disait que même si tu es devant l'ennemi, devant un nazi, puisque tu es un médecin, tu dois apporter ton aide. Après, ce qui se passe, voilà. Mais toi, tu dois apporter de l'aide puisque tu es un médecin. Et la présence de ma grand-mère, la présence des grands-pères, toujours dans la famille, les parents, ils étaient au travail. Et quand nous rentrons, à l'époque, quand on rentrait de l'école, c'était eux qui nous gardaient. Et donc, cette enfance, tu la vis donc dans une période un peu troublée, économiquement, avec parfois aussi plus de difficultés que ce que ta famille avait dû connaître auparavant. Tu es une fille, donc tu fais apparaître là, déjà que être une fille, c'est pas forcément ce qu'on attend le plus dans une famille. On souhaite des garçons. Et toi, tu vis dans cet amour familial, mais tu prends quand même conscience qu'être une fille, c'est pas facile et que qu'on a un poids très lourd sur les épaules à travers l'image de ta maman qui supportait une belle-mère qui était peut-être trop présente à son goût. Et donc de cette
cette perception que tu es une fille, ton papa prend des décisions pour toi et pour ta sœur en termes de formation. Oui, parce que bon, il était marketologue dans l'industrie pharmaceutique. Il a travaillé longtemps pour Sanofi au Ouzbékistan et du coup il décide que nous devons rentrer aux universités, aux établissements supérieurs. Il divise, à mon sens, il divise ses connaissances en deux, c'est-à-dire que ma sœur elle poursuit ses études en médecine. En même temps, c'était un peu logique, il faut que quelqu'un dans la famille continue la tradition. Et moi, j'ai continué en économie. Donc, j'ai fait ma première formation, c'était économique. J'ai fait la licence et master économie. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit que bon, il y a quand même la tendance des mariages arrangés ici en Ouzbékistan, ce qui ne m'arrangeait pas vraiment. Ça arrangeait d'autres personnes. Et du coup, ce principe, ça ne me plaît pas. Et du coup, je décide de partir d'Ouzbékistan et papa elle me dit aujourd'hui je comprends c'est le moyen de retenir moi je veux pas te donner de l'argent. Bon, je dis ok. Apparemment il y a des bourses en plus quand vous entendez quelqu'un est parti, c'est à dire que c'est comme success story, quelqu'un a réussi de partir et du coup je me dis ça doit être cool ailleurs. Donc c'est pour ça je cherche les bourses, je me fais une liste de bourses et du coup je trouve la bourse du gouvernement français. Et à cette époque-là, j'ai déjà acquis des connaissances des Français, donc j'ai gagné la bourse, pas des premières fois, mais bon, c'est pour ça aussi je me suis dit que même si des premières fois tu n'obtiens pas quelque chose, il faut tenter jusqu'au le moment que, voilà, insister. Alors la France avait déjà un petit peu de sens pour toi parce que tu as connu la France. C'est vrai. J'ai connu la France et je pense que papa il a dû être très fier de nous amener en famille, c'est-à-dire ma soeur et ma maman, l'année 2000. Donc à 12 ans Oui, quand j'avais 12 ans, oui. C'était 7 jours, mais c'était vraiment quelque chose qui était magique. Parce que j'ai découvert le monde, on ne parle pas du tout russe ni ouzbek, et ces gens-là existent, et ce sont vraiment en chair, et c'est pour ça que je me dis que non, mais c'était vraiment quelque chose qui était magique. Ah oui, ça existe, le lieu, on parle, je pense que ce sont les aborigènes aussi qui ont découvert comme un autre monde. Voilà, c'était un peu ça, cet effet-là. Et papa, quand on se promène avec lui à Paris, il est capable de raconter tout un tas de choses sur chaque rue. On avait fait tout le parcours des Hemingway, oui. Movable Feast. Ouais, donc voilà, c'était vraiment. Je crois que si moi j'étais à sa place, j'étais vraiment très, très grande joie pour lui. Oui, c'est effectivement anecdotique de penser que tu as découvert la ville de Paris à travers la vie d'Hemingway, puisque ton papa connaissait la vie d'Hemingway, il savait exactement où il était passé dans Paris de place en place. Je trouve ça justement assez drôle. Et donc, tu décides de quitter la France, tes parents ne t'aident pas financièrement, mais tu as cette bourse, et tu arrives où en France? J'arrive dans la région parisienne, dans la petite ville Antony. Parce qu'attaché universitaire, il trouve leur résidence universitaire pour que je vive et je poursuis mes études en gestion en Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est aussi dans la région parisienne, c'est un peu loin en transport. Et quand papa il a fait les déplacements par le biais de son travail. Et du coup, quand il avait vu où j'ai vécu, il m'avait dit, même moi, même quand lui, il était étudiant à Saint-Pétersbourg, il ne vivait pas dans ces conditions-là, donc on ne dit pas à maman. Donc oui, dans un aparté, papa, je pense qu'il avait quand même cédé il m'a laissé quand même partir parce que ma grand-mère, sa mère, il ne lui a pas laissé cette opportunité de partir. Elle était toujours, il voulait garder lui auprès d'elle. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a dit, tu ne dis pas à maman. Ça reste entre nous, mais tu sais pourquoi tu t'es engagé, c'est ton affaire. Je te soutiens, mais en silence. Voilà, parce que c'est un papa quand même qui avait été frustré par sa mère qui ne lui avait pas permis d'aller travailler aux États-Unis, où il avait été, et en Turquie aussi. Donc, voir sa fille partir, il n'était pas très heureux, mais au fond de lui, quand même un petit peu. Je pense, oui. Voilà. Et donc, là se passe une première fracture dans ta vie qui est que tu pars en stage dans une entreprise.
Tout à fait. Je trouve un stage dans une société qui s'occupe des contraceptions définitives. Ah oui, moi aussi j'ai fait ça. Parce que le premier rendez-vous, c'était avec une dame qui est devenue plus tard ma chef. Elle me dit, alors vous en pensez qui doit prendre la décision du corps des femmes? Je dis, bien sûr que c'est la femme elle-même. Et moi j'étais étonnée pourquoi on me pose des questions en France, où la sexualité, dans ma perception de la France, c'était vraiment quelque chose qui était banal, qu'on pouvait parler avec n'importe qui. Et du coup, au fur et à mesure, quand je fais mon stage, après j'étais embauchée, je découvre que contraception définitive, c'est la notion en fait tout à fait moderne et pas du tout acceptée ouvertement et encore moins effectuée. Donc, c'est-à-dire que si la femme, elle décide de d'avoir ce type de contraception, il faut qu'elle rencontre vraiment une bonne personne et un chirurgien qui va dire ok, je vais vous le faire. Et c'est-à-dire que ça, c'était vraiment un choc culturel. Enfin, choc culturel, ça se fait pas en Ouzbékistan comme ça non plus. Mais je veux dire que c'était vraiment le choc dans le sens de ma perception. C'est une découverte, effectivement, que la France, ce pays, grande liberté, finalement, quand une femme décide, il lui faut quand même passer beaucoup de barrières avant d'avoir le droit de le faire. Voilà, donc, tu découvres que notre pays n'est pas ce conte de fées que tu avais connu à 12 ans. Oui. Voilà. Et donc, de cette expérience, ça te conduit à une nouvelle expérience, puisque cette entreprise t'engage après ton stage, et cette entreprise est rachetée par une autre entreprise. Oui, cette entreprise était rachetée par une autre entreprise qui avait une grande structure, et du coup, puisque j'avais une autre formation que j'ai fait, donc j'étais formée à être attachée des recherches cliniques. C'est le métier en fait, ce sont les personnes qui voient comment le protocole d'étude est effectué. C'est-à-dire quand on lance les molécules qui deviennent le médicament, ils passent par des stades des études et qui ont leur protocole, qui ont leurs règles. Et la mission d'attaché de recherche clinique, c'est vérifier si la qualité des données est bien effectuée. Donc c'est comme ça que je retrouve dans le projet oncologie pédiatrique. Et c'est la première stade, donc stade palliatif. Donc vous voyez les personnes, enfin les enfants, et vous lisez les dossiers, ce qui se passe, les agendas, et vous voyez ces enfants qui souffrent, et vous voyez comment eux, ils gèrent leur temps. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, parfois, vous voyez les personnes, les enfants malades danser, dessiner. Et du coup, je me dis... moi, je veux faire de l'art en fait. À ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment un déclic où je me suis dit je veux faire de l'art, ou au moins les choses qui sont liées avec la créativité. Et à ce moment-là, je décide de devenir l'artiste. Voilà. Alors donc, parce qu'effectivement, donc c'est Bayer qui a racheté cette entreprise, tu travailles pour Bayer et tu côtoies ces enfants qui sont des enfants donc en fin de vie et dont on sait que ce que l'on va faire pour eux, c'est en fait de l'expérimentation de molécules et on va les accompagner. Et donc tu es profondément choqué par ce que tu vois de ces enfants qui malgré d'être tout près de la mort, ont un sens profond de la vie. Oui. Et donc cette expérience, tu me disais que quand tu sortais de ton travail, tu avais une perception de ton environnement qui évoluait. Oui, déjà, je comprenais que nous, on a vraiment de la chance en fait. Vraiment, avoir deux bras, c'est peut-être banal, on pense pas, on n'y pense pas, et tant mieux, ça veut dire que tout va bien. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, que chaque fois que je sortais de l'hôpital, qu'il y avait des choses qui vibraient devant et je voyais pas les couleurs de la même manière, ça vibrait, et ça m'a vraiment marqué ce moment. Et du coup je me disais que il faut que je fasse quelque chose, et quand j'ai quitté ce travail-là, je me suis dit que, j'étais quand même économiste à la base, je me suis dit il faut que j'ai quelque chose de plus ou moins, il faut que j'apprenne à faire quelque chose qui va être demandé au marché. Donc du coup, j'ai fait la formation des graphistes, Photoshop, InDesign, les bases des connaissances. Mais ce que je comprenais et ce que je continue à étudier, c'est la culture générale qui devient de plus en plus vaste avec l'Internet.
Donc il y a des choses qu'on voit, mais il y a vraiment des choses qui se créent tout le temps que c'est très difficile à embrasser tout. Oui. Donc effectivement, tu fais un travail de formation de graphiste et cette recherche de développer profondément ta culture, parce que tu sens que c'est sur cette culture que tu vas pouvoir créer. Et là, première grande démarche artistique, tu as envie de développer un concept que tu vas nous décrire. Alors, vu cette expérience, j'ai décidé de parler des viticultures. En fait, viticulture, c'est l'étude et l'application de l'urgence de joie. Je m'intéresse aux histoires des hommes et des femmes et aussi des créatures vraies ou fausses que j'ai créées et voir comment eux, ils exercent leur joie quotidienne. C'est-à-dire que, par exemple, ma grand-mère maternelle, en fait, elle a dédié sa vie à mon grand-père et quand il est décédé, elle continuait toujours à repasser ses chemises. Elle avait gardé sa tête et on avait bien vérifié qu'elle a gardé sa tête, mais je veux dire qu'elle a continué à vivre comme elle vivait pendant mon grand-père. Donc, ses serviettes, tout ça, ça devait être bien propre et bien prêt, comme s'il devait rentrer, il devait aller au rendez-vous. Donc c'est pour ça, ça c'est une des types. Autre chose sur laquelle je travaille, c'est l'urgence de joie de la lettre H. Bon, moi je pense, après je comprends que la langue française c'est votre maison dans laquelle je rentre avec mes idées. Je trouve que la lettre H, elle souffre profondément, elle souffre longtemps, depuis très longtemps. Et la pauvre, c'est la première lettre dans les mots homme et honneur. Et malgré ça, elle n'est jamais prononcée. Elle est contournée, elle vit la vie déshonorée et très, très inhumaine. Donc, on avait tous passé par le stade des confinements. Certes, on avait la discussion avec Madame Brown, elle disait que mais si, on sent qu'il est là, on sent qu'il est... Oui, mais on sent l'esprit de George Sand, mais il n'est pas là. Donc oui, on sent, mais... Dans la prononciation, on sent. Oui, on le sent, mais bon, c'est dans le confinement, oui, on existait. Mais est-ce qu'on l'avait vraiment vécu? Pourquoi je parle de confinement? Parce que quand on s'intéresse à la lettre H au niveau des gestes, ça fait ça comme geste. Et du coup, ça nous revient au Minotaure qui avait vécu dans le labyrinthe, dans le confinement aussi. Et donc pour moi, la lettre H, c'est la créature qui vit dans le confinement éternel. Et ça te conduit même à prendre des initiatives d'écrire à l'Académie française? Oui, j'ai écrit à l'Académie française, j'ai listé tous mes arguments. La réponse était muette, comme la H. Donc je me dis, c'est logique. Oui. Et pourtant, on en parle, ces lettres H, puisque récemment, un célèbre magazine français a fait tout un article sur les lettres H qui effectivement interroge beaucoup nos académiciens parce que l'évolution de notre langue fait qu'on ne sait pas trop ce que va devenir le H, s'il va disparaître ou prendre un autre rôle. Est-ce que tu peux nous dire, à travers cette lettre H et cette viticulture, est-ce que tu peux nous montrer quelques-unes de tes créations et quelques réflexions sur ta création, car ce que nous voyons n'apparaît pas l'image. Voilà, ça vient, c'est ça, c'est qu'il y a un petit décalage. Le H est en retard. Et donc, c'est ce que tu as essayé d'évoquer aussi lors de l'exposition que tu as en ce moment à Message. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu as créé autour de cette lettre H? Pour l'exposition. Oui. Alors là, mon cheminement, comme je disais, ça a commencé par son enfermement éternel. Allô. Elle est muette. Petite flèche. Petite flèche. Ici? Robin?
La technique arrive. La technique. Je sais pas pourquoi c'est. Ah, c'est peut-être. Ah, pardon. Ben voilà. Voilà, on va faire dans ce sens-là. Donc, en fait, mes cheminements autour de la lettre H, donc comme je disais, voilà, c'était la forme qui était la H qu'on connaît. Autre forme, c'était le Minotaure que je dessinais c'était le portrait un petit peu de nous tous pendant le confinement. Autre forme de lettre H, c'est la H comme hashtag, c'est-à-dire que c'est le hashtag dans lequel chacun se retrouve. C'est comme quelque chose, le Dieu d'aujourd'hui auquel les personnes qui veulent être connues sur Internet, comme s'ils prient à cette lettre H, et en même temps ils se voient dedans. Donc ils prient à eux-mêmes et elles prient à elles-mêmes. Donc l'autre, ça c'est homme, H comme homme, mais O-H-M, ça s'écrit O-H-M. Donc en fait, ça date aussi de l'époque des confinements, puisque coronavirus fait que l'odorat devient le critère des repères de la santé. On repère ceux qui sont en bonne santé et ceux avec qui on peut communiquer et dire bon, celui-là on accepte parce qu'il est en bonne santé. Et ici vous voyez le mélange des textes des droits de l'homme avec la H comme homme. Ça, on est dans le encore mélange des textes, cette fois-ci les textes des constitutions avec le motif H comme homme. Et au Palais Jacker, vous allez voir une grande installation qui est la lettre H, qui est posée par terre avec ces textes et des pays différents. Donc ce sont les constitutions des 108 pays sur lesquels on doit marcher. Enfin, on doit marcher. Je vous invite à marcher. Et c'est pour montrer qu'aujourd'hui, certes, de loin c'est joli, c'est joyeux, ce sont les couleurs qui nous fait sourire de loin. C'est comme le texte sur les droits de l'homme, comme n'importe quelle constitution, c'est très joliment écrit par les philosophes, mais quand on voit de près, c'est pas toujours, ça s'applique toujours, enfin ça s'applique pas toujours, pas dans tous les cas, donc voilà. Voilà. Donc, tu as récolté au cours de ta vie professionnelle des paroles très fortes qui t'ont beaucoup troublé et que tu as souhaité mettre au cœur de ton art et de certaines œuvres. Est-ce que tu peux nous montrer quelques-unes de ces paroles qui sont des paroles assez glaçantes? Alors, on ne voit pas très bien, mais je vais vous lire. Il s'agit des projets qui sont autour des enfants malades de cancer et qui sont décédés. Ce sont les pensées et les rêves que eux, ils n'ont pas réalisés, mais que nous, en tant que les êtres vivants, qu'on peut réaliser aujourd'hui. Et j'ai fait les projets qui s'appellent Les enfants, les fleurs de la vie, dans lequel le nombre de pétales, j'ai créé en fait les roses et les fleurs et le nombre de pétales correspondait à l'âge dans lequel l'enfant est décédé. Donc je vous lis quelques-uns. Par exemple, quand je serai grand, je serai médecin et je pourrai sauver tous les enfants. Shadi, 12 ans pour toujours, décédé neuroblastome. Quand je serai grand, je deviendrai une ballerine. Après cette chimio, on va m'autoriser à danser à nouveau. Mathilde, 7 ans pour toujours, décédée d'ostéosarcome. Voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de paroles dans toutes les langues, du reste, que tu as souhaité faire apparaître, parce que la mort est universelle et la douleur aussi, pour pouvoir un peu expurger ce qu'avait été cette douleur de la rencontre avec ces enfants malades. Tout à fait, la mort est universelle, mais surtout je voulais montrer que c'est au niveau des problèmes, dans le sens que les cancers infantiles, c'est un des domaines dramatiques de la médecine, c'est-à-dire que
le système de validation des médicaments est fait d'une manière que la maladie qui a plus de cas, il obtient plus facilement, plus vite les traitements. Donc ils sont validés et en plus ils ont la possibilité d'être remboursés aussi. Mais les cancers infantiles, c'est très souvent cas par cas, c'est très souvent les maladies rares, et donc c'est difficile à trouver, c'est malheureux à dire, mais bon, c'est quand même, on est obligé de surpasser on est obligé de parler de ça en termes d'argent, parce que c'est quand même... et heureusement en France, il y a le système qui fait que il y a 80%, si je ne me trompe pas aujourd'hui, que les cancers infantiles ils sont traitables. Ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. Au Palais Jacquard, il y a une série de vidéos qui sont faites en langue différente, c'est pour montrer que ce problème, elle se retrouve dans tous les pays. Et ce sont les pays qui ont les systèmes de remboursement comme en France, et ce sont les pays qui n'ont pas des systèmes de remboursement comme en Ouzbékistan. Et déjà pour diagnostiquer, c'est coûteux. Ça fait penser beaucoup de choses, et en effet, comme tous les problèmes, quand on parle d'un problème, c'est pas un seul problème, mais ce sont des problèmes, des conglomérats de problèmes, les problèmes des systèmes. Et quand on parle des cancers infantiles, c'est le problème des mères, des pères, grands-pères, tantes. Ça peut aussi troubler des couples, ça peut aussi troubler évidemment la vie sociale, familiale et même économique de la famille. Voilà, et donc après ce chemin artistique, on va revenir sur Kulkar, Nuseva, une jeune femme qui vit en France, qui va bientôt se marier. Oui. Et c'est intéressant, j'aimerais que tu puisses nous expliquer comment est perçu le fait que tu vives en France pour ta famille, comment est perçu le fait que tu vas te marier avec un Français, comment se passe aujourd'hui l'Ouzbékistan par rapport aux jeunes femmes et par rapport à ce que toi tu as décidé de vivre. Alors aujourd'hui bien, mais c'était pas toujours le cas, parce que chaque fois quand je rentrais en Ouzbékistan, j'avais la liste des personnes, c'est un bon garçon, il vient de bonnes familles, on connaît les parents, il faut que tu nous dises ce que tu en penses au bout de 3 rendez-vous. Mon but c'était de trouver la faille et dire au premier rendez-vous, il est très bon garçon, mais ça va pas du tout. Donc j'ai trouvé toujours l'opportunité pour me sauver, revenir en France et continuer à vivre. C'est vrai que avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui, et la notion des mariages a beaucoup changé, parce qu'au début c'était vraiment se marier, conte de fées, belle robe, etc. Et après, aujourd'hui je pense plus au côté juridique. Qu'est-ce qui va se passer avec mes droits d'auteur quand je vais me marier? Ah oui. Donc ça c'est important. C'est plus délimiter qu'est-ce qui va se passer avec... j'ai commencé à travailler en tant qu'artiste, mais qui sait, peut-être. Voilà, donc je pense plus à ça qu'à ma robe des mariés. Alors comment c'est vu par la famille? Pour la première fois, quand on est allé en Ouzbékistan, pour moi c'est important quand même que la personne avec qui je vis, il fasse la demande des mariages à mon père. Même si on sait comment ça va se passer, au moins symboliquement. Et mon papa il a dit non, vous allez vous marier d'abord, après il va venir en Ouzbékistan. Moi je dis ça va pas se passer comme ça. Et du coup, ils ont accepté le fait qu'on n'est pas mariés, mais qu'on ira faire la demande de mariage. Donc j'ai quand même réussi à faire plier à ma règle ma famille. Voilà. Donc tout ça pour faire apparaître que ton pays est un pays qui évolue beaucoup à l'heure actuelle, mais que la tradition est encore forte, oui. Et que ce pays est tiraillé entre ces traditions et cette modernité souhaitée oui. À la fois par ses enfants, les plus jeunes, mais les familles qui restent encore effectivement très solidement ancrées. Le mariage en Ouzbékistan est une institution extrêmement forte, et la cérémonie de mariage
Oui. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'une cérémonie de mariage là-bas? Alors, les mariages, ça dure longtemps et les personnes, enfin les gens traditionnels, ils aiment bien que ça soit pompeux pour montrer toute la richesse, générosité, mais ils pensent très peu à ce qui va se passer après avec les enfants parce que ce budget-là, il aurait pu être dépensé autrement. Notamment au Palais de Jacquard, il y a le projet qui est exposé, il est d'ailleurs sur l'affiche. En fait, c'est l'artiste ici, il critique les mariages pompeux. Ici, vous voyez, pardon, ça bug, je suis désolée. Et en fait, ce sont les bagues qui sont mis en forme des cœurs. Et chaque bague, en fait, son œil il est retourné de l'autre côté. En fait, ce sont les bagues qu'on ne peut pas porter. Et l'artiste, par ce projet-là, il voulait montrer que les mariages, vu leur budget assez élevé, pour vraiment le côté démonstratif, ils ne peuvent pas vraiment après réfléchir au futur des enfants ou même au futur des familles. Et en plus, cet argent-là, il est difficilement gagné parce que les gens d'Ouzbékistan, ils partent en Russie pour travailler et ce sont les travails durs qu'ils le font et du coup, ils dépensent cette somme-là en une journée. Alors, tu es quelqu'un qui est créé, parce que tu es artiste, mais tu ne fais pas que créer des œuvres d'art, tu as créé aussi une structure Oui. dont tu es la présidente et qui a pour toi beaucoup d'importance. Raconte-nous. Oui, moi j'ai créé l'Institut d'Ouzbékistan en France. C'est une association française et basée dans la région parisienne, à Puteaux. Et l'objectif de cet institut, c'est de mettre la lumière sur l'art contemporain qui vient d'Ouzbékistan, toujours en dialogue avec les autres arts et pays. Pour nous, c'est important, c'est pour ça aussi l'exposition Palais de Jacquard, elle est construite de telle manière que ça dialogue avec tout l'historique des pièces, mais aussi tout ce que Jacquard lui-même a représenté, parce que c'est lui qui a osé tracer son histoire et de faire des communiqués à l'Est et l'Ouest. La mission de l'Institut d'Ouzbékistan, l'objectif ici en France, c'est de contribuer à la diversité de la scène de l'art contemporain ici. Et en Ouzbékistan, c'est de développer le milieu de l'art contemporain parce que là-bas, c'est beaucoup plus agressif. La perception de l'art contemporain, c'est beaucoup plus agressif, donc il faut faire beaucoup de travail. Et tu peux peut-être nous parler d'une personne qui est très importante en Ouzbékistan et qui t'aide à faire ce travail, cet artiste qu'on retrouve durant cette exposition. Oui, il s'appelle Normurod Nigmatov. C'est un artiste, il est un grand érudit. Et c'est quelqu'un qui a fondé le premier musée privé d'art contemporain en Ouzbékistan qui s'appelle Rukhsor. Et c'est grâce à lui aussi, c'est grâce à sa générosité qu'on a pu amener le projet des artistes ouzbeks. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres artistes aussi avec qui il travaille. En fait, il cherche les projets novateurs. C'est pour ça sa collection, lui, c'est la collection unique en Asie centrale et en Ouzbékistan. Et l'exposition au Palais de Jacquard, c'est l'exposition, c'est la première fois en fait quand on montre cette collection ici en France et en Europe. Donc merci de nous avoir réservé cette première et d'avoir permis à ce que le Palais Jacquard nous ouvre son écrin pour pouvoir la mettre. Tu as déjà, pour ton jeune âge, on m'a dit que tu étais né 3 ans avant 1990, 2 ans même avant 1990, donc tout le monde sait ton âge, tu es une jeune femme qui a déjà un grand parcours, et peut-être que vous souhaitez poser des questions à Khulkar sur son parcours, sa vie, mais aussi son pays, peut-être que vous ne connaissez pas, et ce sera un plaisir de répondre. C'est la première question qui est toujours difficile. Je voulais préciser qu'il n'y a pas de note. J'aime simplement
Je vais faire la première Vas-y. question. Au niveau des artistes d'art contemporain d'Ouzbékistan, c'est des autodidactes, comment ça se... C'est des gens qui ont appris par eux-mêmes, ils ont fait des écoles, ils sont venus en Ouzbékistan après Ils sont passés par des écoles d'art. Alors, ils sont très différents, parce qu'il y a ceux qui ont fait l'école, il y a ceux qui sont dans le cinéma, il y a ceux qui sont venus en France, il y a l'artiste qui s'appelle Saoudat Ismailova, elle est très connue et elle a fait l'école Frénois, puis il y a aussi, mais d'abord elle a fait ses études en Ouzbékistan. Il y a les études supérieures en Ouzbékistan, mais c'est plus classique. Après, les gens, ils sortent, ils continuent à réfléchir ou ils continuent à travailler dans les entités qui sont auprès, dans les centres d'art en fait. Il y a les centres d'art contemporain, ils continuent à travailler là-bas dans les labos. Et c'est comme ça aussi qu'ils continuent. Ils réfléchissent, ou ils parlent, ou ils participent au concours. Voilà. Il y a des musées, en fait, d'État, qui appartiennent à l'État, en fait, d'art contemporain en Ouzbékistan. Il y a des instituts, oui, des instituts d'art contemporain, oui, qui appartiennent bien sûr. Je trouve que c'est très modeste par rapport à la France, mais je pense que si on mesure le basculement des systèmes politiques, je trouve que c'est assez fort en 30 ans de faire autant de choses. Ouais. L'Ouzbékistan était le seul pays qui ne souhaitait pas quitter l'Union soviétique. D'accord. Et donc, ils l'ont été parce que le FMI et il y a eu des pressions importantes, mais sinon, c'est un pays qui aurait pu rester. Il n'empêche que le président qui a été de 90 en 2016 a été le même président, et qui était un pro-russe, et que le pays s'est très, très, très lentement quand même libéré un peu de ce carcan soviétique, et que quand on est en Ouzbékistan, on sent encore tout le poids de l'Union soviétique là-bas, et depuis 2016, ce pays s'ouvre beaucoup, en particulier sur l'Europe, et ça change les choses. Mais on sent que c'est naissant, c'est une démocratie toute jeune, elle a 5 ans, réellement. Voilà, réellement. C'est un pays tout jeune. Voilà. Puis au niveau des réflexes des personnes, c'est pas évident, parce qu'ils n'ont pas cette réflexe à ah oui, on peut parler, ah oui, on n'aura rien après s'il n'y a pas des... Et c'est vrai que c'est pour ça, quand on parle d'art contemporain, je pense que il faut laisser du temps pour voir comment ça va. Je ne peux pas parler pour tout le monde, et je peux parler que pour moi et puis avec des personnes avec qui je travaille. Mais si on observe, je pense que moi j'espère que si le système ne change pas, que ça va continuer dans le même élan. Si là aussi la situation régionale va le permettre, donc j'espère que ça va continuer à développer. C'est les nouvelles générations qui vont le permettre, qui n'auront pas connu en fait les anciens régimes. Alors cette population est déjà importante, puisque 45% de la population a moins de 25 ans. Donc ils n'ont jamais connu l'ère soviétique. C'est un pays très 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 jeune. Mais effectivement, comme tu l'exprimes, on sent en Ouzbékistan que prendre une initiative inquiète un peu. Est-ce que j'ai le droit de prendre une initiative? On sent que c'est pas encore complètement inscrit dans les gènes des gens. Il y a toujours cette espèce de crainte de... Parce que même s'il y a des jeunes, ils sont élevés par les personnes qui... Complètement. Je pense que certes, c'est très peu, mais ça commence doucement. Ça commence doucement. Et j'espère que ça va continuer, parce que c'est vraiment pas évident. Alors on va terminer par cette maison Georges Sand. Alors par cette maison Georges Sand. Franck Blazer pourra en témoigner. Lorsque on a eu la possibilité que tu puisses venir exposer à Bourges, et qu'on a convenu d'un rendez-vous pour que tu puisses visiter le lieu, on attendait une jeune Ouzbèque à qui on allait faire visiter le Palais Jacqueur, et on a vu une jeune Ouzbèque qui venait avec les plans du Palais Jacqueur et qui nous parlait de l'histoire du Palais Jacqueur presque mieux qui que je n'était pas vrai. Mieux que disait Franck. Ceci dit, elle m'a bien simplifié le travail. J'ai eu acte de présence. Voilà. J'ai ouvert les portes. Voilà, quelqu'un qui a une grosse volonté de découvrir, une grande curiosité,
et tu as lu énormément de choses en quelques semaines pour pouvoir te pénétrer de ce qu'était Jacques Coeur, sa vie, son œuvre, son esprit. Et tu as vu le palais Jacques Coeur, mais c'était plus une question de dimension. Tu demandais, parce que tu avais tous les plans des pièces que tu avais fait en prenant uniquement des photos sur des sites internet. Tu avais une très bonne connaissance. Et là, autre surprise, je dirais, c'est que tu es invité à Parole de Femme. On te dit, bon, c'est la maison de George Sand, et tu te lances dans la découverte de ce qu'est George Sand, et tu as lu beaucoup de choses déjà. Et là, tu as choisi un texte que tu vas nous lire, qui t'a touché, et qui t'interroge. Oui. Voilà, il t'interroge, et que tu souhaites partager avec tout le monde ici. Peut-être vous aurez la réponse que moi je me suis posée. Donc c'est une lettre à Maurice Dudevant au collège Henri IV, La Chartre, 15 décembre 1835. Mon bon ange, ta petite lettre est bien gentille malgré tes gros enfantillages. Tu peux rire dès la poire si ça t'amuse, mais il ne faut avoir de haine pour personne à ton âge. Cela ne sert à rien. Tu ne peux faire encore aucune bien aux hommes, aucune mal aux ennemis de l'humanité. Il est bien vrai que Louis-Philippe est l'ennemi de l'humanité, mais quand tu le traites des grosses bêtes, tu te trompes beaucoup. C'est peut-être l'homme le plus fin et le plus habile de France. Malheureusement, il fait de ses talents un usage funeste, et au lieu de répandre l'amour de la vertu autour de lui, il déshonore de son mieux tout ce qui l'entoure, et déshonore réellement la France qui le supporte. C'est un grand malheur de voir qu'un seul homme peut, en caressant les vices et le mauvais sentiment, dégrader toute une nation et l'entraîner dans le mal. Tu raisonnes très bien d'ailleurs. Seulement tu fais encore une erreur en disant « la nature a été injuste envers une grande partie du genre humain ». Tu veux dire la société. La nature, mon pauvre enfant, est une bonne mère, c'est Dieu, ou du moins c'est son ouvrage. C'est elle qui nous donne les moissons, les forêts, les fruits, les prairies, ces belles fleurs que j'aime tant, ces beaux papillons que tu soignes si bien. La nature offre d'elle-même toutes ses productions à l'homme qui sème et recueille. Les arbres ne refusent pas leurs fruits aux voyageurs qui les cueillent en passant, et les légumes viennent aussi beaux dans le terreau d'un simple jardinier que dans le jardin d'un prince. Alors, la société, c'est autre chose. Ce sont les conventions faites entre les hommes pour le partage des productions de la nature. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas le sentiment de la nature qui a dicté ces lois. C'est la force. Les faibles ont eu moins que les autres, et les infirmes n'ont rien eu du tout. Le droit d'héritage a conservé toute cette inégalité, et puis dans les temps civilisés comme le nôtre par exemple, les plus instruits, les plus habiles sont devenus riches et ne sont pas devenus meilleurs pour cela. Les pauvres, ignorants, sont et seront toujours dans une affreuse misère si on ne fait rien pour eux. Dit donc que la société est injuste et non pas la nature. Nous parlerons de tout cela souvent et peu à peu nous entendrons. Pour le moment, je ne veux pas te fatiguer l'esprit. Tu vas bientôt lire un très beau livre que l'on donne heureusement dans les collèges par Plutarque. Il faudra le lire avec attention. Tout ce qu'il y a du beau dans l'âme humaine est senti et indiqué dans ce livre. J'irai à Paris pour Noël parce que tu auras plusieurs jours de sortie et que j'en profiterai. Fais attention de compter le nombre de sorties que tu auras eu avec ton père depuis le jour de son arrivée à Paris jusqu'à Noël. N'y manque pas, je te dirai ensuite pourquoi. Et souviens-toi de tout ce que j'ai été recommandé. Tu as très bien fait de ne pas monter la lettre à Bulos. Il faut garder les lettres que je t'écris pour toi seul. Adieu mon amour, je t'embrasse 1000 fois. Ton Georges. Alors, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est maman qui écrit à son fils et le signe ton Georges. Donc nous, on n'a pas eu la réponse. Peut-être vous pourrez, Madame Brown. Molly, elle signait souvent comme ça, Georges Sand, ton Georges, effectivement. Même au C'est fils. la maman, c'est la maman.
Ah, d'accord. Elle s'exprime très souvent comme ça. Et elle le vivait comme un surnom ou comme un sens profond d'une expression particulière, de masculiniser finalement son Oui, expression. je pense que c'était comme ça, une expression particulière. Ouais. D'accord. C'est comme ça que j'ai ressenti quand on lit les lettres de Georges Sand. D'accord. Merci. Très belle lettre, Oui. très belle lettre, qui a encore plein de sens aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer complètement cette soirée, Coulthard souhaiterait demander à Isabelle Braun de venir. Si elle veut bien venir nous voir. Je souhaiterais mettre à présent de demander de faire C'est une impression numérique des H comme ruban. Et du coup, en fait, c'est la composition, c'est l'œuvre, c'est le texte de l'attestation. On atteste pour la contraception définitive, on déclenche, on dit que voilà, je suis d'accord pour le faire. Et puisque la lettre H, elle ne l'a jamais signée, voilà, c'est pas signé, mais voilà, il ne fait que 2 sons avec C et P. Bah, je voulais offrir à le maître de Georges Sand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Anna. Voilà. Je vais retirer le masque. On la double, c'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. Assis.